Bonsoir, il est 22 heures. Merci d'être au rendez-vous pour suivre avec nous ce journal, les titres de l'actualité de ce 22 heures. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné le pays aujourd'hui à l'issue de sa participation au 39e sommet de l'Union africaine. Dans l'actualité internationale, le Maroc renforce son hub aéronautique avec l'inauguration de l'usine Safran Noasser. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné la capitale aujourd'hui après avoir pris part au 39e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenu à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Assemblée de 2 jours, du 14 au 15 février, le 39e sommet ordinaire de l'Union africaine avait pour thème principal la nécessité d'un accès durable des pays d'Afrique à l'eau et à des systèmes efficients d'assainissement. Dans le cadre de sa participation à l'audience dévolue à ce thème, le président Guelleh avait partagé avec ses homologues du continent l'expérience que possède notre pays dans ce domaine. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli par de nombreuses personnalités civiles et militaires qui sont venues accueillir le chef de l'État, dont faisait partie le général de corps armé Zakaria Cheribrahim. Dans le reste de l'actualité, c'est avec une ferveur populaire sans précédent qui a marqué l'inauguration aujourd'hui de l'annexe réhabilitée du quartier 5. En effet, conduite par d'éminentes figures du bureau politique et épaulée par des membres du gouvernement ainsi que des cadres influents du comité central qui ont répondu présents à ce rendez-vous populaire. Là, cette cérémonie témoigne l'engagement indéfectible du parti à œuvrer concrètement pour l'amélioration du cadre de vie des populations ainsi que le renforcement des services de proximité. Les militants galvanisés ont salué la matérialisation de cette promesse, y voyant le signe prometteur d'un avenir radieux pour leur localité. Bien dès leur arrivée, les responsables ont été chaleureusement accueillis par une marée de militants arborant fièrement les couleurs du parti dans une ambiance à la fois festive et empreinte de détermination. La délégation a pu constater de visu la qualité des travaux réalisés, marquant ainsi l'achèvement de ce projet d'envergure tant attendu par les populations. Au-delà du geste protocolaire, l'événement a revêtu tout son caractéristique d'une authenticité, d'opération, de proximité, les échanges entre responsables et militants, la visite détaillée des installations flambant neuves et l'atmosphère chaleureuse qui a prévalu tout au long de la cérémonie. وعمات الشرف انه Et dans une brève allocution, le ministre de l'Agriculture, de l'Eau, M. Mohamed Ahmed Awale, a fait part de sa satisfaction à cette occasion. Il a notamment félicité les militants du quartier 5. Il a rappelé à l'assistance que la venue du Premier ministre et vice-président du parti n'est pas une première. Il a déjà auparavant effectué des déplacements similaires dans l'enceinte de cette annexe. S'exprimant devant les militants, le secrétaire général du Rassemblement populaire, M. Elias Moussa Dawale, a dans un discours empreint de reconnaissance et de solennalité à l'endroit des habitants,
Il a indiqué, vous avez consenti d'immenses sacrifices pour cette nation, vous avez investi sans compter, a-t-il martelé, soulignant la légitimité des attentes de la population, appelant à ce que la jeunesse locale bénéficie d'une considération à la hauteur de son dévouement. Dans un élan de gratitude envers les bâtisseurs, le secrétaire général a rendu un hommage appuyé à Saïd Barkhat, figure éminente et respectée du quartier, comme dans la capitale, qu'il a désigné comme un pilier de la communauté. Il a tenu à rappeler que ce dernier fut le premier à ériger une annexe sur ses deniers personnels. Évoquant avec émotion la spiritualité du mois béni du Ramadan qui s'ouvre, il a formulé des vœux ardents de guérison pour toutes les personnes éprouvées par la maladie. Dans un recueillement empreint de ferveur, il a également adressé une pensée pieuse aux militants disparus, implorant la miséricorde du Très-Haut pour leur âme et leur reconnaissance éternelle. Quant au Premier ministre et vice-président du parti, M. Abdelkader Kamel Mohamed, il a adressé aux militants, fort de sa mission protocolaire, tout d'abord le salut du chef de l'État. Dans un élan de reconnaissance envers les serviteurs émérites de la nation, il a tenu à honorer la mémoire agissante de Saïd Barkhat, figure titulaire du quartier. Il a rappelé avec force, détail, que ce bâtisseur de la première heure avait érigé l'annexe locale à une époque où il siégeait au comité exécutif avant de gravir tous les échelons de la responsabilité publique, ministres, députés et autres, que le Tout-Puissant lui accorde la santé. Le vice-président a tenu à saluer les militants du comité exécutif et de tous ceux qui œuvrent sans relâche pour l'embellissement de la ville. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé ce matin une cérémonie officielle de pose de la première pierre du futur siège de l'association transitaire djiboutienne. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, du président de l'association ainsi que des invités issus du secteur privé et des institutions nationales. Le futur complexe constituera un véritable hub logistique moderne regroupant les principaux acteurs du secteur et renforçant ainsi la performance, la compétitivité, la logistique nationale. Et l'avenir, tout en marquant le partenariat solide entre l'État et le secteur privé au service du développement national. Et rappelons que cette initiative s'inscrit pleinement dans les efforts du gouvernement à renforcer le secteur privé et de soutenir le développement des infrastructures professionnelles dans le pays. Et prenons la parole à cette occasion, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a insisté sur l'importance de promouvoir la coopération entre le secteur public et privé tout en encourageant les investissements stratégiques pour stimuler l'économie nationale. En posant cette première pierre, nous posons aussi les jalons d'un système logistique plus fluide, plus approprié, et que ce bâtiment puisse être l'unité d'un
pour aller de l'avant, d'une volonté collective pour aller de l'avant et au service du développement du bien-être de tous. Puissions-nous ensemble écrire donc une nouvelle page de l'efficacité publique-privée, parce qu'il s'agit de cela, de la compétitivité économique de notre pays. Et c'est surtout cela qui est le plus important. Nous devons donner au secteur privé, c'est le gouvernement s'est engagé, et en premier lieu le chef de l'État, à donner un secteur plus large au secteur privé afin que le secteur privé puisse se développer dans notre pays. Ce n'est pas actuellement le cas, mais nous souhaitons que le prochain quinquennat puisse être celui du secteur privé. Je vous remercie. Place cette fois à ce communiqué émanant du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale dans lequel le ministère exprime sa condamnation et la dénonciation de la République de Djibouti à l'égard de la décision des autorités d'occupation israélienne de transformer des terres de la Cisjordanie occupées en biens d'État, considérant que cette mesure constitue une violation flagrante du droit international et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette tentative, a-t-il indiqué, d'annexion supplémentaire des territoires palestiniens est inacceptable et constitue et également continue de perturber et perpétuer également l'expansion des colonies israéliennes déjà considérées comme illégales. Le ministère réitère encore une fois de plus sa position inébranlable de notre pays en faveur des droits légitimes du peuple palestinien, frère au premier rang desquels figure son droit inaliénable de disposer d'un État indépendant sur les frontières du 4 juin 1967 avec pour capitale Jérusalem-Est. La République de Djibouti appelle également la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour mettre fin à ces violations, garantir également le respect du droit international et protéger les droits du peuple palestinien. Fin de communiqué. Dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, a reçu en audience aujourd'hui la nouvelle représentante de l'UNICEF à Djibouti, Madame Ramatou Touré. Au cours de cette rencontre, Madame Touré a exprimé sa profonde reconnaissance pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Elle a salué également l'engagement constant et résolu de l'Assemblée nationale en faveur de la promotion, de la protection des droits et du bien-être de l'enfant. À cette occasion, la nouvelle représentante a réaffirmé la détermination de l'UNICEF à promouvoir et à renforcer son appui technique et institutionnel aux autorités djiboutiennes en vue de promouvoir, de garantir l'effectivité des droits de chaque enfant. Et direction à Sahela où la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ouloufa Ismail Abdo, a reçu un accueil chaleureux de la part d'une population mobilisée et reconnaissante. Accompagnée des autorités préfectorales, régionales de Dikil, la ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement de ne laisser aucun citoyen sur le bord du chemin, même dans les localités les plus reculées du pays. La rencontre avec les forces vives d'Al-Sahela s'est tenue dans un lieu hautement symbolique, le local communautaire inauguré l'année dernière par la ministre elle-même. Cet édifice, devenu le poumon de la vie locale, illustrant ainsi la continuité des engagements de l'État, fidèle à sa méthode de travail. La ministre a longuement échangé avec les chefs coutumiers, les associations des femmes, des représentants des jeunes. Lors de cette séance de concertation, les habitants ont exposé avec franchise leurs besoins prioritaires. Comme à son accoutumée, la ministre a pris note de chaque requête, promettant d'y apporter des réponses graduelles et adaptées, tout en rappelant que la caravane de la solidarité est un levier essentiel pour débloquer des situations urgente et renforcer ainsi la résilience des ménages vulnérables. Et au cours de cette rencontre solennelle avec la communauté de Assaïla, les interventions du président du conseil régional, M. Mahad Hussein, du préfet de Dikil, M. Hassan Abdi, ont marqué les esprits par leur clarté et leur force de conviction.
Les responsables ont d'emblée tenu à rendre un vibrant hommage à l'action de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Ils ont, à leur tour, chacun remercié Olouf Ismail Abdo pour son pragmatisme et sa capacité d'écouter, soulignant ainsi que ces déplacements ne sont jamais de simples formalités, mais des occasions concrètes de prendre en compte les besoins et les requêtes des populations où qu'elles se trouvent sur le territoire national. Ils ont appelé à chaque édifice, chaque bureau et chaque centre mis à leur disposition représente un investissement précieux de l'État et pour leur bien-être. Ces infrastructures sont les vôtres, ont-ils rappelé. En prendre soin, c'est garantir un avenir meilleur à vos enfants et pérenniser ainsi le fruit de la solidarité nationale. Autre intervention au cours de cette rencontre communautaire, la parole a été donnée aux représentants des populations et plus particulièrement aux femmes de Assa Ela, dont l'intervention a marqué l'auditoire. Les porte-paroles ont exposé avec clarté la réalité de leur quotidien tout en saluant les mécanismes de soutien déjà mis en place, estimant que les fonds actuellement injectés dans leur caisse ne suffisent plus à couvrir même l'ampleur des besoins, soulignant que ces initiatives ont déjà permis des avancées significatives dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Quant à la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Olouf Ismail Abdo, n'a pas manqué tout d'abord de saluer les habitants de Assa Ela, qu'elle tenait à être présente à leur côté pour clôturer cette semaine nationale de la solidarité. Elle a rappelé que l'année précédente, le local où ils se trouvent avait été inauguré et qu'aujourd'hui, il leur permet de se retrouver et de se concerter. Concernant la maison de la paix formulée par Madame Malika, le président de la République a ordonné que les travaux débutent sans délai, une promesse se concrétisant ce jour-là par la pose de la première pierre à Abordant également le volet de l'aide sociale, Mme Olouf Ismail Abdo a expliqué que 4000 personnes bénéficient actuellement de distribution de vivres pour l'ensemble de la région. Ce soutien monétaire ou alimentaire avait pour vocation à être temporaire. Enfin, elle a annoncé le lancement du projet Khairat pour la région, précisant que 4000 personnes, dont 1000 à Assa Ela, recevraient des rations spécifiques pour le mois béni du Ramadan. Et dans son discours de clôture, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Olouf Ismail Abdo, a fait le bilan exhaustif, notamment de la caravane de la solidarité pour cette édition de l'année 2026. C'est avec une émotion profonde et une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui à Dikil, dans la sous-préfecture de Assa Ela, pour procéder à la clôture officielle de l'édition 2026 de la Semaine nationale de la solidarité. Permettez-moi, à l'entame de mes propos, d'exprimer la reconnaissance du gouvernement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Haji Ismail Omar Guelleh, qui a bien voulu parrainer personnellement le lancement de cette Semaine nationale de la solidarité dans la capitale, lui conférant ainsi une portée nationale, politique et symboliquement majeure. Par ce parrainage, le chef de l'État a réaffirmé une orientation constante de son action. Placer l'humain au cœur du développement, faire de la solidarité un pilier de la stabilité nationale et ériger la justice sociale en fondement de la République. Mesdames et messieurs, en termes de cette semaine intense, notre caravane sociale a sillonné les 5 régions de l'intérieur, portée par une ambition claire, la justice sociale, l'équité territoriale, la protection des plus vulnérables et l'inclusion de toutes les composantes de la nation dans le processus de développement. Ainsi, d'Obok à Dikil, la ville de l'unité, en passant par Ali Sabieh et Tadjoura, nous avons inauguré des stocks stratégiques et ouvert de nouveaux guichets sociaux afin d'abolir la distance entre l'administration et le citoyen tout en garantissant notre sécurité alimentaire. De Aleli Dada à Ali Adde, de Damarjoug à Holhol, en passant par Dorra et Assa Ela, nous avons consolidé la résilience économique du pays. Nous y avons célébré l'autonomisation des femmes, véritable moteur de développement
grâce au groupe d'entraide et d'affinité, les GEA, et aux caisses d'épargne et de crédit du rural. À bord du train de la solidarité, reliant Ali Sabih à Holhol, nous avons illustré notre volonté de désenclaver et d'unifier nos territoires, de rapprocher nos populations. À Arta, comme dans chaque localité visitée, nous avons réaffirmé une conviction profonde. La politique sociale ne s'arrête pas aux portes de la capitale. Elle doit franchir le seuil de chaque foyer au plus profond du territoire national. Ici, à Dikil, avec le lancement du nouveau projet Khairat, nous clôturons ce périple en renouvelant notre promesse sacrée faite par le président de la République. Nul ne sera laissé au bord du chemin. Et poursuivant son allocution, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a rappelé que la caravane de la solidarité était un levier essentiel pour débloquer des situations urgentes et renforcer ainsi la résilience des ménages les plus vulnérables. Mesdames et messieurs, la Semaine nationale de la solidarité fut l'occasion également de parler chiffres et résultats. Ainsi, aujourd'hui, avec une grande émotion, que je clôture cette Semaine nationale et cette caravane de la solidarité. Parce qu'après tout, c'est une histoire que nous vivons, une histoire humaine, avec nos communautés. Je veux parler chiffres. Plus de 525 000 personnes, soit 93 000 ménages, bénéficient des transferts sociaux, garantissant un minimum vital et renforçant la sécurité alimentaire. Plus de 110 000 individus, issus de 39 000 ménages, sont couverts par le programme d'assistance sociale et sanitaire, le programme PASS, faisant de l'accès aux soins un droit effectif. Des caisses rurales d'épargne et de crédit et des groupes d'entraide et d'affinité ont été mis en place à l'échelle nationale, permettant l'autonomisation économique des communautés. Plus de 3 000 jeunes et femmes ont été formés aux métiers porteurs et à l'entrepreneuriat. Plus de 195 infrastructures sociales et communautaires ont été construites ou réhabilitées dans les régions. Derrière chaque programme, chaque transfert, chaque infrastructure sociale, il y a un choix politique assumé du président de la République, Haji Ismail Omar Guelleh, celui de construire une société plus juste, plus équilibrée et plus solidaire. En clôturant cette édition 2026 de la Semaine nationale de la solidarité et de la caravane, nous ne mettons pas fin à l'action sociale. Nous réaffirmons au contraire que la solidarité est une mission permanente, un pilier de notre République et une priorité gouvernementale constante voulue par le chef de l'État, Haji Ismail Omar Guelleh. Mesdames et messieurs, dans quelques jours, la communauté musulmane célébrera le début du mois béni du Ramadan. À cette occasion et conformément à sa tradition de solidarité, le MAS accompagnera les ménages les plus vulnérables sur l'ensemble du territoire national à travers des distributions de vivres. Je saisis cette opportunité pour annoncer que, sur instruction du chef de l'État, cette année, nous allons augmenter le nombre des ménages soutenus à 50 000 ménages sur l'ensemble du territoire national. Bi'iznillahi ta'ala. Avant de conclure, je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à l'ensemble des acteurs partenaires qui ont œuvré sans relâche à la réussite de cette caravane sociale. J'aimerais exprimer ma profonde gratitude à la première dame, Hadja Khadra Mahmoud Haid, qui n'a cessé de nous soutenir, femme, mais également ministre chargée d'une responsabilité, qui a sans cesse voulu nous coacher, voulu nous guider. Je les remercie du plus profond de notre cœur, mais également tous les uqal, toutes les femmes, là où nous traversons, l'accueil que nous ont réservé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à l'issue d'une rencontre marquante avec les communautés locales, mais plus particulièrement avec les femmes issues du comité des GCC, eh bien, le comité de gestion communautaire, la ministre Loufa Ismail Abdo a procédé à la remise officielle d'un agrément leur conférant désormais le statut d'opératrice économique. Un acte institutionnel fort, marquant ainsi un tournant décisif dans leur parcours, car l'octroi de ce document juridique leur ouvre des perspectives inédites telles que l'accès à des financements de plus grande envergure et la possibilité d'établir des collaborations directes avec les instances étatiques, en devenant actrice formelle du tissu économique national.
L'un des moments forts de cette journée, c'est bien évidemment l'inauguration officielle de l'antenne régionale à Asaïla. Ce nouveau pôle de proximité représente une victoire pour la décentralisation. Plus qu'un simple bâtiment administratif, c'est une structure qui abrite désormais en son sein un bureau dédié au ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Cette initiative stratégique vise un objectif clair, celui de faciliter l'accès des citoyens au programme de protection sociale, leur évitant ainsi les longs et coûteux déplacements vers les chefs-lieux de la région. Et pour clore en beauté cette étape, mais aussi la Semaine nationale de la solidarité édition 2026, la ministre Ouloufa Ismail Abdo a procédé notamment à la pose de la première pierre de la Maison de la Paix. Ce projet est la réponse directe d'une doléance exprimée avec ferveur par les femmes de Asaïla. Ce futur espace se veut un lieu de médiation, de dialogue, d'autonomisation, consolidant ainsi le tissu social de la sous-préfecture. Et pour plus de précision, nous vous proposons de suivre un extrait de l'intervention de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo. Après notre arrivée à Dikilville, alhamdoulillahi ta'ala, là nous sommes sur Asaïla. Et je suis avec la grande dame de Asaïla, Malika Hassan Boko, la dame qui nous avait demandé de construire et qui avait demandé au chef de l'État l'année dernière de construire pour Asaïla, une ville où vivent les deux communautés, donc la fierté de notre pays, la diversité. Elle avait demandé au chef de l'État de lui construire la maison de l'unité. Et aujourd'hui, comme le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, comme à son accoutumé, il met à exécution les instructions du chef de l'État en posant la première pierre de la maison de l'unité, de la région de l'unité au sein de Asaïla même. Nous en sommes vraiment très fiers, très contents d'avoir pu exécuter une doléance de la communauté émanant. Et puis quelle doléance aussi, c'est vraiment le fondement même de notre pays, de notre nation, c'est l'unité nationale. Donc nous remercions cette doléance, c'était une doléance assez inédite. Et c'est pour ça que nous sommes très contents de retourner à Asaïla pour mettre à exécution cette doléance. Et dans la matinée d'hier, 15 février, la ville d'Ali Sabié a connu un événement exceptionnel. Et en effet, les Assajogs, les Bénijogs se sont réunis massivement pour la marche annuelle intitulée Marche Arrêt. De nombreux individus issus de toutes les catégories sociales de la société civile, très tôt le matin, pour une marche ou une sortie habituelle qui s'est transformée en un soutien massif à la candidature du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à la candidature des prochaines élections présidentielles prévues en avril 2026. À cette occasion, de nombreuses personnalités ont pris part à l'événement, parmi lesquelles les parlementaires, le ministre du Commerce, Mohamed Ouarsama Diriyé, natif de la région. À l'unanimité, hommes, femmes, jeunes ont exprimé leur préférence avec ferveur à l'actuel président Ismaël Omar Guelleh. Dans un élan de bravoure populaire, les habitants de la région, comme leurs autres compatriotes de la nation djiboutienne, ont marché ensemble afin d'exprimer leur soutien indéfectible au président de la République. himilooyinkaagii haddii aad ka tegi iyagoo banoo hadhay yaad nagu hallaynaabo ood nagu hallaynaabo yaad nagu hallaynaabo ood nagu hallaynaabo himilooyinkaagii
haddii aad ka tegi iyagoo bannoo hadhay yaad nagu hallaynaabo ood nagu hallaynaabo yaad nagu sheeyow ood nagu hadalka dhigibaan yaad nagu hallaynaa horumar muuqdaha markhaati gale marsooyin dhisow mustaqbal dahabiyo ummaddu ka macaashtimaay Prenons la parole à cette occasion. Le ministre du Commerce, Mohamed Ouersama Dirié, a tenu à remercier chaleureusement l'ensemble des participants. Il a souligné que la population d'Ali Sabié a démontré aujourd'hui, à travers cette marche historique, son soutien total et indéfectible à la conduite éclairée du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, tout en mettant en avant leur engagement constant et leur sens élevé du devoir envers la nation. Dans le reste de l'actualité, le Palais du Peuple a abrité aujourd'hui une cérémonie de lancement officiel des Assises nationales sur la réforme de l'enseignement secondaire général. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, hôte de l'événement, était entouré d'officiels par ses collègues, notamment Ismaël Ibrahim Roblé, Nabil Mohamed Ahmad et de Mouna Ousmane Adan, respectivement ministre du budget, de l'enseignement supérieur et de la recherche et ministre de la femme et de la famille. De nombreux officiels ont pris part à cette cérémonie, de notamment des parlementaires, des représentants d'organisations internationales, des corps diplomatiques constitués. La communauté éducative était largement représentée dans la salle. L'assistance a suivi un film rétrospectif sur les consultations nationales qui se sont déroulées dans plusieurs semaines dans les établissements scolaires qui ont impliqué des enseignants, des élèves, des parents d'élèves. C'est ce qu'a expliqué l'inspecteur général de l'éducation nationale, Mohamed Abdo, qui a largement rappelé l'objectif et les grands axes de cette réforme qui se veut ambitieuse. Représentant du réseau des parents d'élèves, Mohamed Sow a partagé la satisfaction également de ses pairs et rendu un hommage au MENFOP pour avoir associé les parents d'élèves à ces travaux de réflexion sur les meilleures réformes à envisager pour l'enseignement secondaire général. Et nous vous proposons cette fois de suivre les trois interventions des trois ministres présents, dont celui de l'enseignement supérieur, celui du budget et la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Adan. Dès son arrivée à la présidence, le président de la République, et comme vous avez vu sur son discours, l'éducation nationale, la formation professionnelle, la santé ont été ses priorités. Et si on fait un peu un tour aujourd'hui en République de Djibouti, je vous assure que les gens qui nous rendent visite, on ne se rend pas compte assez en tant que Djiboutiens du travail qui a été fait. Les gens sont souvent impressionnés par la qualité de nos écoles. Il y a du travail encore à faire, par la qualité de nos enseignements, un peu partout, du travail que nous faisons. Le tout, ce n'est pas de se satisfaire, de dire que nous avons fait du bon travail. Le plus important, c'est d'être capable à un moment de s'arrêter et de dire à tel niveau, qu'est-ce que nous n'avons pas fait ou qu'est-ce qui nous reste comme défi à faire. Cette réforme du secondaire, pour nous, est aussi capitale que les autres. Elle est capitale parce que c'est une orientation ou des réformes qui vont toucher l'enseignement du secondaire dans les filières, l'accompagnement, l'orientation de l'élève vers l'enseignement supérieur. Donc notre présence aujourd'hui de 4 départements ministériels n'est pas anodine. C'est des départements qui se parlent entre eux, c'est des départements qui doivent associer leurs efforts et c'est des départements qui doivent atteindre des objectifs communs, c'est-à-dire le renforcement du capital humain djiboutien. L'éducation nationale, comme tout le monde l'a dit auparavant, est un élément prioritaire de la politique du chef de l'État. Et c'est également l'avenir de cette nation, de Djibouti, l'avenir du futur djiboutien et surtout partie intégrante du développement économique. L'adaptation des formations aux besoins du marché, l'équité, la qualité, l'ouverture vers le numérique, l'insertion socio-professionnelle
sont aussi des mots-clés dans cette réforme. C'est un élément qui a un impact significatif sur la jeune fille. Je reviens sur ce point. Sur la jeune fille parce que ça nous permettra également de réduire les décrochages scolaires qui arrivent souvent chez la jeune fille. Cet atelier n'est pas seulement une rencontre pédagogique. C'est aussi une question de finances, une question de budget. Et je vous assure, nous devrons travailler de concert, tout simplement parce que il y va de l'avenir de nos jeunes. Et je voudrais ici dire qu'au niveau du ministère du Budget, chaque franc investi dans l'éducation nationale est un capital sûr. Et je m'exprime de manière solennelle, nous serons à vos côtés. Et quant au ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahmoud, il a longuement défendu le bien fondé de cette réforme. En ce jour où nous entamons notre réflexion collective sur l'avenir de l'enseignement secondaire général, je souhaite rappeler une forte conviction que l'éducation est le premier levier de la transformation durable de notre société. Comme l'a souligné le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, et là je le cite, « L'éducation est le socle sur lequel se construit le Djibouti de demain ». Cette vision éclaire et guide l'action du gouvernement et fonde les réformes que nous engageons aujourd'hui. Ces assises nationales traduisent notre volonté de faire évoluer notre école vers plus d'ouverture, de cohérence et d'efficacité au service de la réussite de chaque élève. Elle porte notre ambition de mieux orienter les élèves le plus tôt possible, de mieux les accompagner afin de sécuriser leur parcours et de valoriser leurs talents. Monsieur le ministre, je salue votre présence ce matin et notre réunion de ce matin, car votre présence démontre que la réforme de l'enseignement secondaire général ne peut être conduite seule, ni de manière isolée, ni descendante. Elle exige une concertation large, structurée et exigeante et à la hauteur de ces enjeux. Les réformes engagées ces dernières années dans l'enseignement fondamental ont permis des avancées significatives. Modernisation du curricula, renforcement des langues, intégration de nouveaux enseignements et l'amélioration des pratiques pédagogiques. La généralisation de l'enseignement primaire universel marque une étape décisive et nous engage désormais à assurer une continuité cohérente vers le secondaire. Or, l'enseignement secondaire général occupe une position charnière. Ce secondaire prépare à la fois à la poursuite d'études supérieures, mais également à la formation professionnelle et à l'insertion dans la vie professionnelle. Les assises d'aujourd'hui ont pour vocation de poser donc les bases d'un secondaire rénové, des passerelles renforcées entre les filières générales techniques et également professionnelles, mais également des programmes modernisés intégrant les compétences numériques, l'entrepreneurial et bien sûr tout ce qui est transversal. Mais aussi une orientation plus précoce. Je forme le vœu que vos travaux soient bien sûr rigoureux, constructifs et porteurs de recommandations opérationnelles et réalistes, débouchant sur une feuille de route de la réforme de l'enseignement secondaire. Donc je déclare officiellement ouvertes les assises nationales sur la réforme de l'enseignement secondaire général. Et à l'issue du lancement officiel de la réforme de l'enseignement secondaire, place cette fois aux travaux dans les ateliers thématiques qui doivent établir un cadre de réforme partagé,
réalistes et opérationnels pour transformer le secondaire. Plus généralement, ces ateliers thématiques permettront de mener des dialogues afin d'adopter le diagnostic issu des consultations nationales et ainsi proposer le choix relatif à l'architecture, aux filières, à l'évaluation, au baccalauréat et aux certifications, mais aussi échanger sur la pertinence, la cohérence des curricula, la qualité des apprentissages tout en réduisant la surcharge et renforçant ainsi les compétences essentielles. Ensemble, ils déboucheront sur une proposition de feuille de route 2026-2030 pour un lycée d'enseignement général offrant ainsi des formations flexibles et agiles adaptées au parcours scolaire des élèves. À noter ainsi que le MENFOP a ouvert ses réflexions à un large panel de participants issus non seulement de l'éducation nationale, mais aussi de l'enseignement supérieur, de la recherche, de représentants de la présidence de la République, de la primature, du ministère du Budget, de l'économie, des finances, du travail, de la femme, de la famille, de l'environnement, de la décentralisation, du numérique et de la culture, des parlementaires également, des partenaires techniques, des financiers de l'UNICEF, de la Banque mondiale, de l'AFD, du CREFA, de la JICA, du SEC, de l'UNESCO, de Qatar Charity ont également été associés comme des représentants du monde des affaires, de la société civile pour prendre part à ces ateliers thématiques. Dans le reste de l'actualité, notre ambassadeur au Qatar, M. Dayib Doubadroublé, a eu un entretien fructueux avec le directeur général d'Al Jazeera, Cheikh Nasser Ben Faisal Ben Khalifa Al-Thani, qui a pris ses fonctions en 2025. L'ambassadeur a d'abord tenu à présenter ses meilleurs vœux en cette nouvelle nomination. Il lui a souhaité plein succès. Il a également souligné le professionnalisme d'Al Jazeera, tout en rappelant que la chaîne Al Jazeera œuvre dans le monde entier. Ainsi, notre ambassadeur a rappelé les relations privilégiées de cette plateforme qui excelle dans le domaine de l'information. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer la coopération avec Al Jazeera Media Network, notamment à travers des formations des journalistes djiboutiens que le directeur général a accueillis favorablement. À Dikil, cette fois, nous allons pour parler de l'implantation de Cake Bank dans la région de Dikil, qui s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, qui accorde une importance particulière à la décentralisation et au développement local. Dans cette dynamique, M. Ahmed Al-Tayyib, le PDG de Cake Bank, a concrétisé cette vision, ouvrant ainsi la branche à Dikil, contribuant au renforcement de l'inclusion financière, à l'amélioration et à l'accès bancaire pour les populations de la région. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités locales, administratives, coutumières, ainsi que plusieurs invités. À travers cette initiative, la Cake Bank réaffirme ainsi son engagement en faveur du développement économique, social dans les régions de l'intérieur. Bonjour, nous sommes à Dakhil. Nous venons d'ouvrir notre nouvelle branche à Dakhil. Après Tajoura, on vient juste de s'installer à Dakhil. Donc, Cake Bank accompagne tous les citoyens djiboutiens dans les régions. Donc, on veut s'installer dans les régions. On a ouvert déjà à Ali Sabieh. Après, on a fait Tajoura et maintenant, on est à Dakhil. Donc, nous voulons être proches des particuliers, des entreprises qui sont dans la région. Donc, bienvenue à Cake Bank à Dakhil.
Et pour clore ce journal, nous allons au Maroc où le Maroc renforce son hub aéronautique avec l'inauguration de l'usine Safrano Acer, mobilisant un investissement de plus de 280 millions d'euros. Cette nouvelle infrastructure industrielle prévoit la création de 500 emplois hautement qualifiés. Elle est décidée à la fabrication des systèmes de trains d'atterrissage destinés à l'Airbus A320. Cette initiative confirme ainsi la position du Maroc en tant que hub aéronautique majeur en Afrique, porté par une stratégie industrielle ambitieuse, une main-d'œuvre qualifiée et un environnement favorable aux investissements à haute intensité technologique. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne soirée à toutes et à tous.